Alors ce rapprochement n'est pas nouveau, il date des années 1990, il a été amorcé finalement dès la réunification de l'Allemagne. Il y a un équilibre, des déséquilibres qui est en cours de redéfinition. C'est ce rapprochement qui a permis les accords de Saint-Malo, franco-britanniques, en 1998, 4 décembre 1998, et cet accord entre les deux principales puissances militaires européennes, c'est celui qui a conditionné le lancement de la politique européenne de sécurité et de défense, ou encore l'Europe de la défense. Alors cette Europe de la défense, ou en tout cas ce rapprochement franco-britannique, il est venu se fracasser sur la crise irakienne, ce qui fait qu'il n'a pas été possible d'aller tellement plus loin en la matière. En parallèle, les relations franco-germaniques sur le plan militaire, elles n'ont pas donné tout ce que l'on pouvait escompter. Et à partir de là, finalement, c'est la vision d'une Europe organisée en cercle concentrique autour du noyau dur franco-allemand à vocation fédérale qui s'est fracassé sur la réalité. Et c'est ce que j'appelle l'Europe à la française qui finalement n'a pu advenir. Alors c'est un accord général, c'est un accord d'ensemble qui comprend deux traités plus une série de documents annexes dont une déclaration. Alors il y a un traité qui porte sur les questions militaires, les questions de défense, qui est complété par une déclaration qui en quelque sorte à la fois précise le contenu de ces traités et en exprime la philosophie. Et l'idée générale, c'est accroître l'interopérabilité entre les forces françaises et britanniques de manière à pouvoir intervenir avec plus d'efficacité sur des théâtres d'opérations extérieures. En sus de ce traité et de cette déclaration générale, on a un traité qui porte sur la simulation nucléaire et l'objectif pour la France comme pour le Royaume-Uni, c'est de pouvoir mettre en synergie finalement leur capacité nucléaire ou en tout cas leur capacité à tester, à s'assurer de la fiabilité de leur outil nucléaire. Et l'enjeu final, c'est de rester des puissances nucléaires militaires et au-delà de rester des puissances à vocation mondiale. On n'a peut-être pas encore suffisamment le recul pour juger de l'importance de cet accord, mais il me semble qu'on est véritablement à un point critique. C'est plus un accord qui vise à préserver l'essentiel qu'à se projeter dans le futur. C'est-à-dire qu'on a deux puissances ouest-européennes qui cherchent à se maintenir finalement dans l'arène mondiale, à demeurer en tant que puissance, et véritablement l'objectif sur fond de baisse des dépenses militaires, eh bien, c'est de maintenir une certaine capacité et de rechercher des effets de synergie. Alors ça me semble véritablement un accord indispensable pour atteindre cet objectif. Alors la nouvelle normalité allemande, c'est par rapport à l'histoire des dernières décennies. Donc on revient à l'Allemagne de 1945, elle est divisée par le rideau de fer, on a deux États antagonistes, et si on se reporte à la République fédérale d'Allemagne, c'est un pays donc, qui est divisé territorialement, politiquement, et qui ne bénéficie pas d'une souveraineté pleine et entière. Et de surcroît, dans cette Allemagne post-1945, toutes les thématiques autour de l'intérêt national, de la puissance, du patriotisme sont jugés illégitimes. Ce qui est permis tout au plus, c'est ce que Jürgen Habermas nommait le patriotisme constitutionnel, c'est-à-dire en fait une adhésion purement formelle au principe de la démocratie libérale. À partir de 1989, 89 chute du mur de Berlin, 1990 la réunification de droit, peu à peu, eh bien, on voit cette Allemagne retrouver sa pleine souveraineté, on peut à nouveau parler d'intérêt national, on peut à nouveau, en tout cas dans une certaine mesure, parler de patriotisme. Et puis en même temps, ça n'est pas un retour à l'ancien, ça n'est pas un retour à la thématique de la nation tardive ou encore à la thématique du Sonderweg, du chemin spécifique. Donc cette Allemagne qui retrouve sa normalité, c'est une Allemagne en tant qu'État souverain, mais qui se positionne sur la scène internationale avant tout en tant que puissance géoéconomique, avec quand même beaucoup de réserves pour tout ce qui est militaire, en tout cas au sens dur du terme. Le phénomène était amplifié, outre par l'histoire, bien sûr, par les héritages historiques, par le fait que la société allemande, finalement, la société civile allemande est à la pointe de ce qu'on pourra appeler la postmodernité, les idéologies douces, hostiles à la notion de puissance au sens plénier du terme.
Alors, Commonwealth pan-européen, c'est par rapport à la vision d'une Europe puissance, ordonnée en cercle concentrique, avec un noyau dur à vocation fédérale, donc une Europe qui serait un nouvel acteur global des relations internationales. C'était la doctrine française dans les années 90 et encore dans la première moitié des années 2000. C'est celle qui s'est fracassée finalement avec l'échec du projet de constitution européenne en 2005. Alors, ce que j'appelle un Commonwealth pan-européen, l'expression n'est pas de moi, d'ailleurs, il faut quand même le rappeler, c'est une vision, enfin c'est une Europe qui est élargie, c'est une Europe à 27, peut-être bientôt à 28 avec la Croatie, un ensemble donc beaucoup plus hétérogène, avec des liens beaucoup plus relâchés, encore qu'il ne faille pas surestimer la cohérence interne de l'Europe des six, il faut se méfier également des illusions rétrospectives, et finalement cette Union européenne organisée sous la forme d'un Commonwealth, c'est à la fois plus qu'une zone de libre-échange, mais beaucoup moins qu'une fédération ou même un ensemble à vocation fédérale. Donc c'est une communauté économique, c'est une communauté juridique. Sur le plan militaire, sur le plan des questions de défense, la plupart des pays membres de l'Union européenne organisent donc leur sécurité dans le cadre de l'OTAN, donc un ensemble beaucoup plus vaste, l'Amérique du Nord, l'Europe, plus l'Asie mineure via la Turquie. Et donc voilà à quoi correspond le concept de Commonwealth pan-européen. Il vise à mettre l'accent sur le fait que cette Union européenne n'est pas là de se transformer en un nouvel acteur global des relations internationales. Oui, ça me semble difficile. On peut se demander si on ne raisonne pas dans un cadre qui peut paradoxalement peut sembler trop étroit. Ça, c'est un questionnement que je suis en train de mener. Je n'ai pas les réponses ultimes, loin s'en faut, mais a-t-on jamais les réponses ultimes? Mais on a une vision finalement peut-être trop terrienne, trop continentale là, de l'Europe, alors que quand on regarde l'Europe à l'époque de sa grandeur, c'était finalement le réceptacle d'une civilisation transocéanique à vocation universelle. Et c'est un peu comme si on avait voulu penser l'Union européenne, l'Europe, comme un État-nation en plus grand. Alors que quand on regarde bien des questions, on a le sentiment que l'Union européenne, bien souvent, soit elle est trop petite, soit elle est trop vaste pour aborder un certain nombre de questions. Alors, il me semble qu'il existe aujourd'hui un grand espace occidental, un grand espace euro-atlantique, transatlantique, et que nos destinées sont tout de même étroitement liées à celles des États-Unis, par exemple, ou encore à celles du Canada. Il suffit de penser, par exemple, à l'implication du Canada dans les opérations en Libye.